Bonjour à tous, c'est Simlef. Je vais vous présenter ici la suite de ma série de vidéos consacrée à la guerre de l'information et la propagande. Alors, je commence donc par quelles sont les principales techniques de propagande, les méthodes anciennes et traditionnelles, c'est-à-dire celles qui existent depuis plus d'un siècle, depuis la Première Guerre mondiale. On commence par les couleurs de la propagande. On a d'abord la propagande blanche, la source est connue, par exemple CNN est connu comme étant le porte-parole du gouvernement américain. La propagande grise, la source est mal connue ou inconnue, c'est assez confus. Exemple, un média alternatif ou un obscur think tank, une association, une fondation assez trouble, assez obscure encore une fois. Enfin, la propagande noire, c'est la source n'est pas ce qu'elle prétend être. Exemple, si vous avez le site français Égalité et Réconciliation, vous avez là des valeurs positives et démocratiques qui sont évoquées, pourtant c'est un site d'extrême droite qui prône plus le rejet et la discrimination que la réconciliation. Donc c'est de la propagande noire. Ensuite, dans les techniques classiques de propagande, je vais vous montrer un schéma qui va vous les résumer. On a d'abord la falsification, c'est tout ce qui est fake, tous les mensonges, toutes les tromperies. On a la simplification, dont le but est de faire un message simple, extrêmement facile à comprendre ou compréhensible par tout le monde. On a également la double déformation. Ça consiste en fait à améliorer, à exagérer toutes les informations qui sont positives pour notre mouvement politique, et à atténuer ou à ignorer carrément toutes les news qui sont défavorables à notre mouvement politique. Ensuite, on a la généralisation. Ça consiste à dire qu'en fait, tous les constats et toutes les conclusions qu'on a repérées, elles sont valables partout et tout le temps, c'est tout le temps pareil. Ensuite, la massification, c'est l'idée que tout le monde partage notre point de vue et notre idéologie, les riches, les pauvres, les gens du peuple, les stars, tout le monde est d'accord avec nous. La dissimulation, ça consiste en fait à noyer la vérité sous une multitude d'informations soit fausses, soit déformées. Enfin, le recours aux émotions primaires qui fait référence aux réflexes conditionnés de Pavlov, donc à des techniques plus psychologiques, notamment l'appel à l'apport. Alors là, je vous ai mis la version complète et développée, détaillée de cette carte mentale. Je vais pas tout expliquer, je vais me concentrer sur le plus important. Technique essentielle, le cliché, le recours à des dessins de caricature, des clichés que tout le monde connaît, qui font partie de la culture populaire. Exemple dans cette affiche antisémite, faite par un Français en lien avec Vichy, le juif pour être précis au milieu est montré avec sa kippa, avec un nez aux fortes proportions, un stéréotype classique, raciste, et en fait, en plus avec une barbe ondulée. Donc là, un cliché. De même, à gauche, ce n'est pas Churchill qui est montré, mais le personnage de John Bull, qui est un petit peu l'équivalent de la Marianne pour les Britanniques. C'est un icône connu, si vous voulez. Et Staline, évidemment, à droite. Voilà, donc ça, c'est pour l'utilisation des clichés. On a donc l'appel à l'apport, que je vous ai cité précédemment. Ça va être, par exemple, l'apport des comploteurs juifs, l'apport des étrangers, l'apport du péril rouge, de l'invasion communiste, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Ensuite, on a l'utilisation de leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'on fait relayer notre propagande par des personnes qui ont une grande réputation, qui sont connues et célèbres. À l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était les prêtres ou les évêques, par exemple, voire des stars d'opéra. De nos jours, ça peut être des chanteuses célèbres, ou ça peut être même parfois des youtubeurs. Enfin, la double déformation que je vous ai déjà définie, là je vais vous donner maintenant des exemples. Donc, on parle d'une double déformation qui sont construites sur des antithèses, des oppositions. Exemple, nous avons une politique réaliste, leur projet est totalement utopique, ou leur projet est totalement fou.
Nous faisons des réformes constructives, contrairement à l'immobilisme néfaste du gouvernement précédent, contrairement aux hésitations dangereuses des ministres du gouvernement précédent, etc. Donc d'un côté, on améliore et on exagère le côté positif d'une information, et de l'autre côté, tout ce qui concerne l'adversaire, on l'attaque, on le critique, on le décrédibilise. Exemple sur ce site web qui défendait la réforme des rythmes scolaires qui a été prise à l'époque du gouvernement Hollande. Depuis, on est revenu en arrière, ce qui montrait le côté délicat de cette réforme. La réforme est jugée progressiste, ça c'est la valeur positive, et l'attaque de cette réforme est considérée comme un grave danger. Ça c'est le côté négatif, c'est l'atténuation dont je vous parlais tout à l'heure. Là, sur cette nouvelle carte mentale, je vous ai mis plein d'exemples, plein d'antithèses comme ça, qui sont très souvent présentes dans les différents discours de propagande ou dans les différentes œuvres de propagande. Exemple, la modernité vs le déclin. Exemple, les méritants face aux profiteurs. Exemple, l'intérêt de tous contre l'intérêt d'un groupe, etc., etc. N'hésitez pas à faire pause pour tout regarder en détail. Maintenant, voyons la propagande de guerre, les 10 principes relevés, décodés par la chercheuse belge Anne Morelli. Vous avez là la couverture de son livre qui est très court, qui fait à peine une centaine de pages et qui est très simple à lire, tout en étant très intéressant. Quels sont donc ces fameux principes qui sont universels, qui existent depuis plus de 100 ans, qu'on retrouve à l'époque des guerres mondiales, tout comme à l'époque des conflits récents, des opérations de maintien de la paix récentes. Principe numéro 1, nous sommes pacifistes, nous ne voulons pas la guerre. Principe numéro 2, ce sont eux les agresseurs. Donc en gros, si vous avez bien compris, ça revient à dire, ce sont eux qui ont commencé, nous on n'y est pour rien. 3. Le chef adverse c'est le diable, c'est le nouveau Hitler. 4. Nous défendons des valeurs justes, par exemple on fait la guerre pour la démocratie, on fait la guerre pour l'humanitaire, on fait même pas la guerre, on fait une action militaire pour défendre la paix. On n'évoque jamais les intérêts économiques ou géopolitiques qui sont réellement en jeu. L'ennemi commet d'horribles massacres, des tueries, des sanguinaires. Nous, on fait rien. On fait juste des bavures ou c'est juste des dégâts collatéraux. Une expression qui est d'ailleurs lourde de sens. L'ennemi est lâche, il utilise des armes non autorisées, des traîtrises, il combat pas de manière courageuse, contrairement à nous. L'adversaire a des pertes énormes, les nôtres sont légères, donc généralement on multiplie par 5 les pertes de l'adversaire et on divise par 5 ses propres pertes. Les stars, les artistes, les intellectuels sont d'accord avec nous, donc ça je l'ai déjà évoqué lorsque j'ai évoqué la massification. Notre combat est sacré, exemple George Bush qui parle d'une croisade contre le terrorisme en 2001. Ceux qui nous critiquent sont des traîtres, donc faut évidemment pas les écouter. Donc, du coup, dans ce qu'indique Anne Morelli, vous voyez que toutes les vertus du preux chevalier, on se les applique à soi-même, à notre pays. Tous les défauts du félon et du traître, on les applique à l'adversaire. Exemple, cette affiche très célèbre de 1917 où les Allemands sont vus comme des bêtes enragées, comme des sauvages, comme des barbares germains. Et ce site web récent qui évoque les attentats terroristes, une stratégie de la lâcheté, on peut quand même s'interroger si les frappes de drones représentent une action particulièrement courageuse. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et à bientôt.